Bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Je m'appelle Catherine Carlton, je suis directrice générale d'Orchestre Canada. Orchestre Canada est une organisation virtuelle. On travaille là où on vit. Je suis à Peterborough, sur le territoire traditionnel des peuples Mississauga, Anishinaabe. Je m'engage à respecter l'esprit de ces traités, des traités qui couvrent ces terres. La séance d'aujourd'hui sera enregistrée et disponible sur le site web d'Orchestre Canada. On utilise normalement la boîte de discussion pour recueillir les questions et les commentaires sur la présentation d'aujourd'hui. Et Richard va y répondre pendant ou après la présentation. Alors, je commencerai par vous faire part de mon propre parcours et celui d'Orchestre Canada vers ce projet, en espérant que vous puissiez reconnaître aussi les efforts de votre propre organisation ici. Alors, voici l'ordre du jour. Alors, ça a commencé comme un parcours personnel. Je me suis toujours intéressée à la durabilité environnementale et j'essaie de faire des choix dans ce sens-là, des choix de transport, des choix alimentaires, de spectacle aussi. Mais je me suis toujours demandé comment euh, arrimer mes perspectives personnelles avec le travail que je fais au nom d'Orchestre Canada en tant qu'une personne qui est responsable d'une petite organisation au service des arts. Alors, ce travail s'est vraiment cristallisé à travers la participation au Creative Climate Leadership Program qui est offert par le Center of Sustainable Practice in Arts and Environmental Consultancy for Arts Organization, qui s'appelle Julie's Bicycle, qui donc a été lancé en 2022. C'est également un voyage organisationnel sur une dizaine d'années, en fait, où j'ai essayé de suivre le travail qui a été réalisé par des groupes ou des intervenants dans le domaine musical un peu partout dans le monde. L'Association des British Orchestras, UK Orchestras, et également en observant les efforts de durabilité déployés par les festivals dans le monde. J'ai suivi avec beaucoup d'admiration aussi le travail qui a été réalisé par des groupes comme Scale et le Center for Sustainable Practice in the Arts ici au Canada. Alors, ça a eu un impact dans nos choix organisationnels comme Orchestre Canada, de façon plus visible qui s'est traduite en fait dans les choix que l'on a fait autour de notre conférence nationale, qui en fait constitue le euh, plus gros bilan de carbone, et aussi dans notre quotidien, comment on communique, comment on voyage, comment on se déplace. Mais je reconnais qu'il y a des contradictions dans ce travail, c'est-à-dire que les changements faits par une petite organisation ne vont pas changer toute la situation. Une petite orchestre ne peut pas renverser la situation. Mais je crois, et c'est ce qui m'a poussé à aussi agir, c'est qu'il y a quand même un impact très grand sur le plan symbolique. Notre force en tant que rassembleur et leader en fait, le rôle que l'on a peut avoir un impact sur des mouvements sociaux plus vastes. Le Canada est un grand pays et on parle beaucoup du fait que le Canada ait déclaré l'urgence climatique en 2019. Ensuite, on a été frappé par la pandémie et on a laissé tout ça de côté parce qu'on était aux prises avec une autre urgence. Mais les orchestres restent fondamentalement des, euh, des vitrines d'excellence. Donc, on est tous guidés par des modèles très européens et un aspect intéressant de ce travail, c'est que l'on est en train de reconsidérer ce qu'est réellement le succès dans un contexte canadien. Et c'est quoi une orchestre canadienne durable et l'impact que l'on peut avoir à long terme. Et finalement, les objectifs de ce travail, mais simplement, c'est d'appuyer votre travail à vous avec des outils pratiques que vous pouvez utiliser pour développer votre
confiance et étendre aussi votre vocabulaire et croire dans ce travail que l'on fait ensemble pour que vous puissiez ensuite partager vos pratiques avec d'autres organismes qui sont également engagés. Alors, c'est mon introduction personnelle, je dirais. Et maintenant, avec grand plaisir, j'aimerais vous présenter Richard Phillips, qui est un spécialiste du changement climatique pour le secteur de la musique au sein de l'organisation à but non lucratif Julie's Bicycle, spécialisée dans la culture et le climat. Il travaille sur des initiatives de développement durable dans les domaines de la musique en direct et musique enregistrée. Il est profondément ancré dans le secteur, travaillant avec des festivals et des salles, des labels et des tournées. Il est motivé par l'action collaborative sur la crise climatique pour libérer le potentiel des industries créatives et inspirer le changement sociétal. Alors, merci beaucoup. Merci pour cette très belle présentation. Et bonjour, bonjour à notre public, à tous ceux qui participent. Alors, Catherine a rapidement expliqué ce que fait Judy's Bicycle et en quelques notes, en fait, on est une organisation, une association à but non lucratif qui encourage l'action climatique au sein de la communauté internationale, de la création et de la culture. Alors, on rejoint un petit peu tout le monde dans le secteur de la musique à différents niveaux. Alors aujourd'hui, on va parler de certaines bases, informations climatiques de base pour que l'on s'entende donc sur la terminologie et qu'on parte du même point. Alors, les orchestres peuvent jouer un rôle tout à fait unique dans le cadre de l'action climatique. Alors, d'abord, contextualisation. Vous avez peut-être vu cela, cette image, et c'est une représentation visuelle, pardon, très puissante pour représenter traduire en fait la crise climatique sur le plan visuel. Et donc, on a des lignes qui représentent en fait le réchauffement global. Les lignes bleues indiquent les températures plus froides et les lignes rouges, les températures plus chaudes. Alors, on voit bien l'évolution d'une année à l'autre, en fait, des températures de façon très visuelle. Et à travers les couleurs, on voit que la température de cette Terre est en train de monter alors qu'on se déplace de gauche à droite. Donc, on est à 1,2 degrés Celsius plus haut. En fait, la température est de 1,2 degrés Celsius plus élevée qu'il y a 150 ans. Et on mesure les conséquences de cela partout dans le monde, y compris au Canada. Il faut qu'on limite l'augmentation de température à 1,5 degrés pour éviter en fait le pire des impacts de ce produit. Alors, en d'autres termes, il faut qu'on commence à voir ces images rouges à la droite de l'image redevenir, en fait, se reconvertir de nouveau en ligne bleue. C'est ça notre objectif. Maintenant, qu'est-ce que le net zéro? Donc, zéro carbone net. Essentiellement, il s'agit de réduire les émissions à un niveau aussi proche que possible de zéro. Donc, c'est l'objectif final, idéal. Et pour le faire, d'abord, on peut éviter les émissions. Donc, des exemples très simples, c'est d'éteindre les lumières quand on n'est pas dans la pièce ou quand on n'utilise pas, éviter les déplacements non nécessaires et donc éviter autant que possible l'émission, en fait. La deuxième façon, c'est de réduire ces émissions. Donc, faire les mêmes activités qu'on fait, mais les faire mieux, avec moins d'impact. Donc, par exemple, utiliser des ampoules plus efficaces sur le plan énergétique et puis prendre des moyens de transport, utiliser des moyens de transport qui soient plus durables. Donc, c'est des choix dans le fond, des choix de méthode. Et le troisième canal, c'est celui de remplacer des sources d'énergie, faire un virage vers les sources d'énergie renouvelables. Maintenant, la partie de la phrase où on parle de net a trait à
éliminer de l'atmosphère les dernières émissions restantes. Donc, c'est ce qu'on appelle le net. Donc, cette approche à la réduction des émissions peut être adoptée une fois que l'on a évité ou réduit les émissions autant que possible à zéro. Donc, il faut commencer par éviter les émissions, réduire les émissions, remplacer les sources d'énergie et ensuite on passe à la partie nette. Donc, en éliminant de l'atmosphère les dernières émissions restantes. Donc, c'est le dernier recours, donc pas le premier choix. Également, quand on parle de justice climatique, c'est un concept absolument critique et qui est central à Julius Bicycle. Alors, l'idée centrale, c'est que euh, toute route vers la durabilité environnementale doit également produire une situation d'égalité pour les peuples. Donc, d'abord, il faut reconnaître que les effets sont ressentis de façon inégale dans le globe, sur le globe. Ceux qui contribuent le moins aux émissions sont les plus touchés. Ça, c'est une autre réalité. Donc, ceux qui contribuent le moins au problème sont ceux qui souffrent le plus. Donc, ce sont historiquement les pays les plus riches du Nord qui produisent la plupart, la grosse majorité des émissions. Mais les nations du Sud global contribuent le moins historiquement, mais ce sont ces nations-là qui sont les plus impactées. L'autre élément clé, un principe clé de la justice climatique, c'est le principe des solutions d'atténuation et d'adaptation qui ne sont pas accessibles à tous, comme par exemple les véhicules électriques. Alors, les véhicules électriques nous aident à essayer d'aborder, de résoudre le problème parce qu'on évite d'utiliser de l'essence, mais ils sont très chers et donc ils sont viables uniquement pour les personnes, les populations les plus nanties. Et le quatrième point, c'est qu'en tant que société, il faut qu'on affronte ou qu'on combatte les inégalités parallèlement au changement climatique. Ça, cette image-là, ça nous met vraiment en contexte et ça montre comment la crise climatique est un problème à tous les niveaux du développement de la société. Donc, le changement climatique, c'est un problème d'éducation, d'énergie, etc. Ça a été bien résumé par Margaret Atwood. On ne peut pas penser en termes de changement climatique, mais penser en termes de changement global. Tout change. C'est le changement de tout, en fait, c'est ça. Alors, quand on parle du rôle de la musique, à quoi on fait référence? Alors, la musique, le monde de la musique se doit d'avancer vers la décarbonisation. Donc, ce n'est pas un objectif pour une industrie ou un pays ou un individu, c'est tout le monde, tous les membres de la société qui doivent essayer d'atteindre la réduction zéro des émissions. Alors, pour la musique, ça veut dire éradiquer en fait les émissions de nos opérations, depuis l'enregistrement jusqu'aux événements, jusqu'aux représentations des orchestres, des concerts, etc. Donc, s'assurer de réduire nos émissions dans toutes nos activités. Bien sûr, il y a d'autres industries qui ont une empreinte carbone encore plus grande que la nôtre. C'est vrai. L'impact de la musique, malgré tout, n'est pas insignifiant. Au Royaume-Uni, l'industrie de la musique et son empreinte carbone estimée est d'être à peu près la moitié d'un million de tonnes de CO2 par année. Donc, ça, c'est juste pour le Royaume-Uni. Alors, imaginez sur échelle mondiale. L'empreinte carbone est là, même pour la musique. Peut-être inférieure à d'autres secteurs, mais on a un impact et il faut le réduire. Au-delà de ça, je dis souvent que la musique se positionne dans un espace très intéressant dans le cadre du défi climatique, des changements climatiques. La musique a une plateforme, elle a un public et elle peut aider les gens à penser de façon différente. Les musiciens, les festivals, les sites, les événements, les spectacles de toute nature ont un rôle, et le secteur de la culture en général, ont un rôle à jouer pour inspirer le changement et pour
modifier les normes culturelles. Et donc, pour changer, en tout cas avoir un impact sur la façon dont les gens pensent et provoquer des nouvelles réflexions et de nouvelles idées. Donc, il faut que l'on réduise les émissions de la musique comme secteur et en plus utiliser notre influence pour inspirer les publics afin qu'ils puissent embarquer dans un changement à plus grande échelle. Et bien sûr, on ne peut pas s'embarquer dans cette mission sans penser d'abord à réduire nos émissions. Autrement, ce serait en fait hypocrite. D'abord réduire nos émissions et utiliser notre influence pour inspirer nos publics. Alors, le rôle unique des orchestres. Quand on parle de décarbonisation, ça va aussi avec l'utilisation de notre influence pour inspirer les gens, pour les motiver. Alors, c'est un partenariat, une collaboration entre Judy's Bicycle et Orchestre Canada. Donc, pour vraiment comprendre qu'est-ce que ça veut dire pour l'Orchestre Canada que de utiliser son influence et que de réduire ses émissions. Alors ça va se traduire également dans un guide d'action et dans une charte pour qu'on puisse avoir des balises dans le secteur. Alors, je vais ensuite ouvrir le chat pour les questions ou les commentaires et je vais commencer par vous poser des questions. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, alors sentez-vous bien à l'aise de répondre. Donc, comme point de départ, on a envoyé un sondage pour avoir un petit peu le pouls, votre perspective sur Orchestre Canada et où est-ce qu'on en est dans ce secteur-là au Canada par rapport à l'enjeu qui nous intéresse. Alors, voici certains des résultats du sondage. Alors, le premier résultat, c'est que 70% des répondants souhaitent mieux comprendre l'impact environnemental des orchestres. 70% a dit également qu'il aimerait mieux comprendre les mesures que les orchestres peuvent entreprendre pour réduire l'impact sur l'environnement. Et donc, de façon générale, on peut essayer de faire des liens dans ce projet entre l'impact environnemental et le rôle que les orchestres peuvent jouer par rapport à cet enjeu. Troisième élément qui ressort, c'est que 50% des répondants au sondage ont déclaré que le manque d'orientation applicable actuellement est perçu comme un obstacle à l'adoption des mesures environnementales. Alors, ça, c'est très important pour nous parce que c'est exactement ce que l'on souhaiterait faire. On voudrait développer un guide, des balises qui soient vraiment adaptés à votre contexte, celui d'Orcas Canada. Donc, dans la prochaine partie, on va se pencher sur les principaux impacts environnementaux des orchestres. Alors, que pensez-vous des principaux impacts? À votre avis, quels sont les principaux impacts environnementaux des orchestres? Alors, sentez-vous bien libre de répondre à travers via la boîte de clavardage. Et je vais me tourner vers Catherine et Lauren pour suivre un petit peu les commentaires que nous recevons dans le chat. Alors, les voyages, les déplacements vers les lieux de concert, le déplacement en solo, le déplacement aussi des chefs d'orchestre, ensuite le côté impression, donc impression des partitions par exemple, ou des programmes. Encore une fois, le déplacement, autant pour le public que pour les artistes, qui a un impact. L'empreinte carbone, l'utilisation du papier, définitivement. Grande quantité de papier imprimé. Et puis, par exemple, l'utilisation de tasses ou de verres jetables lorsqu'il y a des réceptions ou donc des choses plus pratiques. Transport des musiciens pour les orchestres en région éloignée. Donc voilà, pour les déplacements sur des parcours plus longs
donc avec une plus grande empreinte carbone. Alors, merci beaucoup. Merci pour ces idées, ces réflexions. C'était intéressant que 70% des répondants ont quand même dit qu'ils voudraient mieux comprendre les impacts environnementaux. Alors, c'est clairement ce qui ressort aussi. Alors, j'ai résumé un petit peu donc les réponses ici. Alors, voici les impacts que l'on peut voir, en tout cas reliés aux orchestres. Donc, quand on pense au défi, le défi à relever est quand même très important. Donc, si on le subdivise en différentes catégories, on pourra sans doute mieux l'attaquer, ce défi-là. Alors, pensez d'abord, par exemple, aux bâtiments. Ça inclut donc les salles de spectacle, mais également les salles de répétition et toute l'énergie, l'électricité qu'on utilise pour le chauffage, pour l'air climatisé, pour l'illumination. Ensuite, il y a les frais de transport, donc l'utilisation de l'essence. Ça s'est ressorti à plusieurs reprises, le fait des déplacements du public. Et c'est sûrement l'impact le plus grand. 80% normalement des émissions lors d'un événement musical sont produites par le déplacement en fait du public. Alors surtout lorsqu'on a des artistes très populaires, on a un gros public et là l'empreinte carbone devient énorme. Imaginez si tout le public a à se déplacer, c'est un impact énorme. Puis ça varie bien sûr. Ça dépend de où va se dérouler la représentation, c'est le concert, si c'est dans une zone urbaine ou rurale. Donc ça aussi, c'est un impact sur l'empreinte carbone. Et certains d'entre vous ont mentionné, par exemple, le déplacement des artistes aussi, le transport des instruments, parce que certains instruments sont transportés dans des camions réfrigérés ou spécialisés et réfrigérés. Alors, ça demande beaucoup d'énergie aussi. C'est une autre considération. Et puis, il y a, par exemple, l'impact de ce que l'on consomme comme aliments, comme boissons. Le matériel imprimé également a été mentionné, donc les programmes, les feuilles, les, les partitions, et puis le matériel promotionnel, de marketing, etc. Donc, se tourner davantage vers les programmes numériques, par exemple. Mais autre chose, c'est que pas tous les orchestres, en fait, ont le même impact. Certains orchestres ne sont pas propriétaires de leur propre édifice, de l'édifice où ils se produisent, donc ils n'ont pas toujours le contrôle là-dessus. Et là, j'aimerais vous inviter à voir quels sont les impacts qui sont particulièrement pertinents pour vous, pour que vous voyez là où vous pouvez commencer à agir et pour que vous transformiez cette montagne en quelque chose d'un petit peu plus gérable. Alors, la prémisse ici, c'est que vous ne pouvez pas contrôler tous les impacts environnementaux qui sont liés à vous, directement ou indirectement. Vous aurez toujours des niveaux de contrôle différents. Alors, au centre du diagramme ici, de cette sphère d'impact, vous avez les éléments que vous pouvez contrôler, donc les choses que vous pouvez modifier, vous pouvez changer directement. Le deuxième niveau, ce sont les choses que vous pouvez, les changements que vous pouvez influencer, donc encourager, par exemple, des discussions, des conversations qui peuvent influencer les changements, mais vous ne pouvez pas faire le changement vous-même. Et la dernière sphère, c'est celle que vous ne pouvez pas contrôler, donc les changements plus vastes pour lesquels vous pouvez par contre faire campagne. Souvent, ça prend des investissements aussi de la part du gouvernement. Donc là, vous avez peut-être moins d'influence, mais il y a quand même des choses que vous pouvez faire qui vous tiennent à cœur et pour lesquelles vous pouvez organiser des campagnes. Alors, ça, vous pouvez l'appliquer également à vos propres rôles individuellement, donc sur une base personnelle. Qu'est-ce que je peux personnellement contrôler? Qu'est-ce que je peux personnellement influencer? Est-ce que je peux personnellement agir dans le cadre d'une campagne? Donc, des exemples que je vous partage, parce que ça dépend d'un orchestre à l'autre.
Vous pouvez, par exemple, prendre vos propres décisions en matière de fournisseurs, par exemple, choisir vos fournisseurs, faire le tri des déchets ou prendre des décisions en matière euh, d'efficacité énergétique. Ensuite, au niveau de la deuxième sphère de l'influence, vous pouvez choisir des sources d'énergie pour certains bâtiments, pour le déplacement du public, faire d'autres choix et le déplacement du personnel. Et par exemple, encore, on revient à la même idée d'éteindre les lumières lorsqu'on n'utilise pas les salles. Ça, c'est des choses que vous pouvez contrôler directement pour consommer moins d'énergie. Et puis, comme je disais, beaucoup d'orchestres ne sont pas propriétaires de l'édifice où ils se trouvent, donc vous ne pouvez pas contrôler la consommation énergétique de l'édifice, mais peut-être vous pourriez avoir une conversation avec le propriétaire de l'édifice pour par exemple, investir dans l'énergie renouvelable ou bien les choix de systèmes qui sont utilisés pour produire l'énergie dans l'édifice. Et vous pouvez également influencer les déplacements du public ou du personnel à travers des campagnes de communication, par exemple. Tout ça, ça a trait à réduire les émissions, à décarboniser. Maintenant, comment utiliser votre influence au sein d'un orchestre? Et là, je vais vous poser une autre question dans quelques secondes. Ce qui est ressorti du sondage, c'est que la plupart d'entre vous sont d'accord sur le fait que vous pouvez contribuer positivement aux enjeux environnementaux en encourageant des changements de comportement chez votre public. Alors, la moitié d'entre vous avait dit que vous êtes d'accord. Quelques personnes n'étaient pas d'accord, ceci dit, ce qui est important de reconnaître aussi, mais peut-être je pourrais vous persuader dans les prochaines étapes. Alors, tout d'abord une question, et ensuite je vais vous présenter quelques pistes. Question, comment les orchestres peuvent-ils user de leur influence pour agir en faveur de l'environnement? Donc, un peu la même question qu'avant, mais au niveau de l'influence. Alors, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Je vous invite à répondre dans la boîte de clavardage. La dernière fois que l'on a fait cet exercice, j'ai évité donc un silence, un moment de silence, mais voilà, on peut enchaîner avec quelques commentaires. Par exemple, des représentations au sein des écoles thématiques sur des choix écologiques ou des choix qui ont trait à l'environnement. Et puis, choisir des programmes qui évitent l'impression sur papier, donc des programmes numériques. Euh, je sais que Orchestre l'Agora à Montréal est en train de préparer son rassemblement annuel. Il y a le Gala de la Terre et qu'ils ont accueilli 3 fois depuis 2023. Et encore une fois, des programmes thématiques, de levée de fonds pour des causes environnementales, donc pour attirer l'attention du public sur ces enjeux-là. Pousser, faire du plaidoyer pour modifier les politiques de transport public ou les choses intéressantes. Offrir des tarifs intéressants ou escomptés pour les membres qui choisissent d'utiliser des moyens de transport durables et éduquer au changement au sein des écoles. Donc, commencer très tôt à éduquer le public. Encourager le covoiturage, réduire les déchets lors des événements, encourager également le covoiturage entre musiciens, entre publics et réduire la quantité de papier qui est utilisée pour les programmes. Réduire ça à une page, par exemple. Très bonnes idées. Ah, puis j'en ai une dernière.
partenariat avec les compagnies locales qui parrainent ou qui sont des champions des actions environnementales et utiliser des artistes locaux aussi. Très bonne, très bonnes idées. Mais le problème, c'est que ça rejoint certaines des idées que j'avais à vous partager. Mais c'est très bien qu'on se rejoigne. Alors, voilà, comment est-ce que vous pouvez utiliser l'influence de votre orchestre? Donc, vous pouvez donner de la visibilité à ce que vous faites, partager avec le public des pratiques et des progrès que vous réalisez en matière d'environnement. Donc, les bonnes pratiques, vous pouvez les partager, engager votre public et l'informer de ce que vous faites pour réduire les émissions. Donc, utilisez votre influence en montrant les actions que vous faites et donc jouer le rôle de leader en la matière. Ensuite, vous avez parlé également d'engagement communautaire et d'éducation à l'environnement. Donc, je suis tout à fait d'accord. Les orchestres ont l'opportunité d'éduquer le public de façon créative euh, à travers des représentations, des programmes, créer des partenariats avec des ONG pour, par exemple, préparer le public avant un concert, encourager le public à faire des dons pour des causes environnementales ou les motiver à s'engager dans des pétitions locales pour des enjeux environnementaux. Et faire également organiser des concerts qui mettent en vedette des thèmes ou des enjeux environnementaux. Euh, il y a des centaines de pièces aussi qui se prêtent à ça, qui sont thématiques. Je pense aux 4 saisons de Vivaldi, mais il y en a bien d'autres. Alors, l'idée, c'est vraiment d'intégrer systématiquement l'environnementalisme dans la musique classique et moderne d'ailleurs. Alors, euh, selon vous, les orchestres ont donc un rôle, alors on sait que les orchestres ont un rôle unique dans le fait qu'ils ont une plateforme pour euh, se rendre visibles et disposent d'une bonne créativité pour stimuler le changement, pour motiver le changement. Alors, on se rend compte que les opportunités sont là pour influencer le public. Alors, là, on a les résultats d'un sondage qui répond à la question, selon vous, où en est rendu votre orchestre dans son parcours de durabilité environnementale? Alors, il y a des orchestres qui sont à leur début, d'autres qui n'ont pas encore commencé. Généralement, il y a beaucoup de travail qui se fait autour du gaspillage, du recyclage, l'utilisation de matériaux recyclables et utilisation d'équipements qui soient énergiques, qui soient efficients, efficaces sur le plan énergétique, donc économiques sur le plan énergétique. Et également, comme on le disait, dans le choix des fournisseurs. Alors, pourquoi est-ce que les orchestres devraient-elles prendre des mesures, devraient-ils prendre des mesures en faveur de l'environnement? Alors, on sait qu'il y a plusieurs actions que l'on pourrait entreprendre, mais pourquoi? D'abord, ça réduit les coûts et lorsque l'on pose des gestes pour réduire l'impact environnemental, il peut y avoir des coûts aussi. Donc, il faut trouver les meilleures façons de le faire possible. Alors, comprendre aussi que ça peut réduire les coûts et il faut aller chercher des nouvelles opportunités. Alors, c'est vrai pour tous les secteurs, c'est vrai aussi pour le secteur des orchestres. Donc, il y a des retombées positives tangibles pour les organisations. Alors, importance de réduire les coûts à travers l'efficacité. Une plus grande efficacité inévitablement amène une réduction des coûts. Alors, souvent, on pense que pour être durable,
il faut qu'on se munisse ou qu'on achète des technologies nouvelles, dispendieuses. Mais souvent, c'est beaucoup plus simple que ça. Être plus efficient, efficace, c'est la meilleure façon de réduire les émissions. Et ça aura un impact presque direct sur vos dépenses. Être plus efficace, par exemple, au niveau du chauffage ou de l'utilisation des lumières, ça se traduit directement dans les factures plus basses. C'est aussi simple que ça. Alors, le principe s'applique partout. Utiliser moins d'énergie, ça veut dire que vous aurez des coûts moindres. Et c'est particulièrement pertinent, cet exemple énergétique, parce que, on est dans un contexte de coûts de l'énergie qui sont en train d'augmenter au niveau mondial. Et ce n'est pas juste une question de réduction de coûts. L'action environnementale peut stimuler des nouvelles idées, des nouvelles opportunités, des innovations, des nouvelles façons de faire les choses. Dans un contexte d'orchestre, ça veut dire, ça peut se traduire en nouveaux thèmes, nouveaux événements spéciaux, donc des nouvelles opportunités de façon générale, en plus des coûts que l'on économise. Deuxième élément, deuxième raison, pour attirer les employés et le public. Donc, quand on voit des organisations qui posent des gestes concrets pour réduire leur empreinte carbone, ça attire les gens. 25%, en fait 75% des Canadiens ont dit qu'ils s'inquiétaient des changements climatiques. Et les chiffres augmentent encore davantage parmi les générations, les dernières générations. Donc, dans ce contexte, c'est très important de poser des gestes aussi pour réduire l'empreinte carbone, pour attirer des gens, attirer le public. Et on sait que le fait de prendre des actions, d'agir concrètement, peut attirer aussi une plus grande couverture médiatique positive. Et évidemment, ça permet de s'arrimer davantage à la communauté, d'être plus connecté aux communautés. Donc, 45% ou 40% d'entre vous ont dit que vous avez eu des questions de la part de votre personnel sur les actions qu'entreprend Orchestre Canada pour minimiser son impact. Dernière voie ou dernière motivation, c'est celle d'attirer des financements et répondre aux attentes croissantes. Donc, dans bien des contextes, il y a des initiatives, par exemple, qui font la promotion de la durabilité et qui offrent des subventions. Donc, en étant plus, en faisant le virage vers la durabilité, on devient éligible pour certains types de subventions. Et ça aussi, c'est pas négligeable. Donc, il y a certainement des éléments qui parlent en faveur de cette résilience à long terme. En fait, des éléments aussi financiers qui interviennent quand vous parlez de réduire votre empreinte environnementale et voir les bénéfices de cela. Donc, également pour bâtir une plus grande résilience financière à long terme pour les orchestres. Alors, ici des exemples. Exemples pour engager le public. Et quand on parle du déplacement du public, par exemple, ici dans l'image, vous avez The Glass House, qui est un espace à Newcastle, donc dans le nord-est, Royaume-Uni. Donc, ce qui a été organisé, ce Glass House a créé un partenariat avec les transports publics locaux pour en fait fournir des déplacements gratuits en métro et en bateau, en ferry, pour les détenteurs de billets 2 heures avant et après les représentations. Donc, c'est une façon très pratique d'encourager le public pour qu'il voyage, qu'il se déplace autrement qu'en auto. Donc, ce sont des transports publics qui sont offerts gratuitement, par exemple, dans ce cas-là. Et c'est un exemple que j'aime bien parce qu'il est vraiment très simple, très direct. Et l'impact qu'ils ont eu, en fait, se traduit dans
dans le fait qu'ils ont dépassé leurs objectifs de réduction des émissions depuis 2018. Alors, essentiellement, la raison qui a amené, en fait, ce qui a amené à cette situation, c'est le partenariat qu'ils ont réalisé entre Glasshouse et les transports publics. Autre exemple, l'Artie Symphonic Orchestra. C'est intéressant parce que c'est une stratégie brillante. Donc, l'Artie avait décidé de bâtir une stratégie de durabilité holistique pour s'assurer que les impacts et que les initiatives qu'ils mettaient en œuvre étaient en ligne avec les objectifs climatiques de la ville de Lahti. Donc, ils se sont à 100% alignés avec les objectifs de la ville de Lahti. Alors, ils ont dit, on va s'enligner à ces objectifs et on va voir ce que l'on peut faire de notre côté. Alors, c'est une stratégie holistique formidable qu'ils ont développée. Je recommande que vous alliez jeter un coup d'œil au travail qu'ils ont réalisé. Ici, un exemple Canada, donc Orchestre de l'Agora. Donc, ils ont accueilli un gala tous les 2 ans pour sensibiliser par rapport aux enjeux environnementaux euh, au sein du public. Et donc, il s'agit donc d'un exemple extraordinaire où un orchestre a eu un impact positif. Donc, Gala de la Terre, organisé tous les 2 ans, qui sensibilise le public et les artistes aux questions environnementales. Et plus de 500 000 dollars ont été récoltés pour des organismes engagés dans cette mission. Donc, l'orchestre s'est également engagé à adopter une alimentation à base de plantes. Autre exemple, Symphonia Toronto, autre exemple dans le contexte canadien. Et il y a plusieurs choses que je pourrais mentionner là-dessus. Il y a une politique environnementale qu'ils ont développée qui est brillante, qui inclut en fait un énoncé de mission et qui dit, bon, en tant qu'orchestre, voici comment est-ce que l'on voit notre rôle au sein de la crise climatique et voici les actions environnementales que l'on va poser. Donc, il y a beaucoup d'éléments dans cette politique très intéressants, euh, notamment le passage au programme, au programme numérique et également pour les feuilles de notes, pour les partitions, pardon. Donc, pour réduire les déchets de papier notamment. Maintenant, pour clore la présentation, avant de passer à la période questions-réponses, on a un gros projet. On est en train de créer un guide et charte des orchestres verts au Canada. Alors, pour mieux comprendre le travail extraordinaire réalisé par Orchestre Canada dans les 10 provinces du Canada, je voulais vous partager les détails de ce projet. Donc, ça, c'est une page qui remonte à 2010. Euh, donc, on a lancé un projet avec Judy's Bicycle et British Orchestras and Orchestras Live qui prend en considération, par exemple, si on l'applique au Canada, la sensibilisation des orchestres canadiens à la protection de l'environnement et il vise 2025 et après. Donc, l'idée, c'est pas de publier un guide, une charte et de le laisser là sur les tablettes. L'idée, c'est que ce sera juste le début. En fait, ça va préparer le terrain pour toute une série d'actions environnementales que les orchestres peuvent prendre. Et pour galvaniser, en fait, une action collective, mobiliser une action collective en faveur d'une ambition nationale et sectorielle, co-créée pour tous les types et toutes les tailles d'orchestre, et ultimement renforcer la résilience de notre secteur. Pour vous donner un petit peu une idée du calendrier du projet, on a donc déjà commencé. On aura différentes étapes d'engagement avec les orchestres tout au long du projet, euh, notamment au mois d'avril, au mois de mai aussi.
Donc, on aura des sondages. On prévoit également des rassemblements de pairs, entre-temps individuels aussi avec des orchestres dans la deuxième étape. Et pour voir aussi qu'est-ce que vous pensez du rôle des orchestres et quel est le rôle que les orchestres pourraient jouer dans le cadre de l'élaboration de cette charte. Donc, c'est articulé sur trois webinaires. Le prochain webinaire, donc ce sera avril-mai, et le troisième webinaire, mai-juin. Ensuite, on vise à publier la charte vers la mi-juin. Donc, voilà, maintenant, je vais ouvrir la session questions. Alors, surtout, n'oubliez pas de partager votre point de vue dans notre sondage. Si vous n'avez pas encore eu la chance de répondre, je vous invite à le faire. Surveillez les prochains webinaires, comme je disais, parce qu'on a trois webinaires en tout, donc deux autres qui s'en viennent sur des sujets bien spécifiques. Et à plus long terme, inscrivez-vous à la charte et utilisez le guide dès son lancement. Et enfin, j'aimerais clore avec une réflexion pour les 10 prochaines minutes, peut-être. Pensez à quelque chose que vous pouvez faire dès maintenant comme premier geste vers cette action environnementale. Donc, quels sont les enjeux qui vous intéressent en particulier, que vous souhaitez explorer? Et ça peut être quelque chose de très limité comme une conversation, une petite rencontre où vous discuterez de ce thème-là, mais vraiment en fait, une action concrète que vous seriez prête à prendre dès maintenant. Alors, merci beaucoup, Richard, pour cette présentation. Merci à tous ceux qui ont participé activement dans la boîte de clavardage. Et c'est toujours encourageant de voir un peu ce que pensent les gens, qu'ils viennent d'orchestres à petit budget, qui s'assoient essentiellement sur des bénévoles, ou bien s'il s'agit de plus gros orchestres qui organisent des tournées avec des ententes collectives et des grosses saisons. Donc, peu importe la taille, dans le fond. Alors, on a encore un peu de temps pour les questions, les commentaires dans le chat. On sera heureux de vous répondre. Richard est notre expert. Alors, je vois note de Liane. J'aime l'idée d'un concert thématique, donc sur l'environnement, par exemple. Le site web de la Journée de la Terre aussi a des bonnes pistes pour les organisations qui œuvrent dans le domaine artistique, qui sont intéressées à explorer leur rôle dans la durabilité environnementale. Et donc, il y a également un répertoire qui contient beaucoup de ressources et qu'on peut vous partager, dont on peut vous partager le lien. Alors, je vois beaucoup de réactions positives dans le chat. Quelques reconnaissances alors que j'attends que les messages soient apparaissent dans le chat. Alors, je voulais surtout exprimer notre gratitude au Conseil des arts du Canada et au ministère du Patrimoine canadien anciennement, et donc maintenant au ministère de la Culture, de l'identité canadienne et des parcs nationaux pour leur appui, et y compris l'appui pour l'interprétation, pour la traduction, et lorsque l'on va développer le guide et la charte. Donc, évidemment, ce document sera disponible dans les deux langues. Alors, enfin, j'aimerais nommer les membres du comité de direction et les remercier, et remercier Julie's Bicycle, Rich Coburn, BIPOC Voices, Marcus Goddard, musicien, compositeur qui joue de la trompette, Riley Dupuis, le Thunder Bay Symphony Orchestra, Seymour Willett, qui est donc avec l'Orchestre symphonique de Laval. Alors,
Merci beaucoup à tous pour votre collaboration et votre soutien. Alors, je ne sais pas si nous avons donné trop de matériel de réflexion aux participants. Alors, je ne vois plus de réaction pour le moment. Là, je pense qu'on peut certainement reconnaître que c'est correct de laisser peut-être ces 8 minutes de liberté aux participants. Alors, ceux dans le quoi on s'engage en tant qu'équipe d'Orchestre Canada, c'est s'assurer que ce travail soit utile et pratique, qu'il reflète les besoins des orchestres. On comprend que nos membres sont très diversifiés dans leurs opérations. Et pour revenir à l'image de Richard sur les cercles d'influence et les cercles de contrôle, parfois, on a l'impression qu'on contrôle très peu, trop peu, mais n'oubliez jamais que vous pouvez avoir une énorme influence. Je suis très inspirée notamment par le travail qui se fait au Royaume-Uni par une organisation qui s'appelle Making Music, qui appuie les amateurs, en fait, les musiciens amateurs, qui ont un mouvement d'éco-durabilité très solide sur lequel ils s'appuient. Et donc, voilà, c'est des sources d'inspiration pour nous aussi. Alors, n'oubliez pas qu'on est là pour vous aider, pour vous appuyer. Alors, voilà, j'aimerais célébrer avec vous, tous et toutes, que le printemps est à nos portes. Alors, merci, merci encore, Richard. Merci à vous tous. C'est un très bon début pour nos webinaires et j'ai bien hâte d'échanger avec vous tous, avec notre public, nos participants d'aujourd'hui. Bonne suite de journée. N'oubliez pas de remplir le sondage également, si vous avez un petit moment. Merci beaucoup et bonne journée à chacun, chacune.